Je m'appelle Jacques Bonivert. Je suis né à Ougré le 31 octobre 1924. Donc il va avoir 88 ans dans quelques jours. Au moment de l'invasion allemande, j'avais 15 ans et demi. Ouais. J'étais dans ma 16e année. Ouais. Il y avait des années qu'on savait qu'on allait avoir la guerre. C'était même incompréhensible de voir les pays d'Europe, sachant qu'on allait avoir la guerre, ne pas faire de préparation plus importante. Ce qu'on a fait, on n'a rien fait comme préparation intéressante. On s'est amené, l'invasion allemande n'a pris personne au dépourvu, mais seulement nous n'étions pas armés pour faire face à ce genre de guerre que les Allemands nous ont imposé. Voilà. Moi, à ce moment-là, je suivais la politique. J'étais jeune, mais j'aimais bien la politique étrangère. Je suivais, j'étais au courant de tout. Et j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient d'opinion libérale, si on veut, mais vraiment anti-allemands. Parce qu'il y avait 20 ans que c'était fini. Il y avait 20 ans que les Allemands étaient partis d'ici. Et on voyait, eux, ils avaient vécu, ils avaient l'expérience, et on voyait qu'on y rentrait. Voilà. Et on ne faisait rien, pratiquement rien pour les empêcher. L'annonce de la guerre, le vendredi 10 mai, puisque c'était un vendredi, très tôt le matin, mes parents nous ont réveillés, parce qu'on entendait les avions passer. J'habitais chez Ney, dans le faubourg de Liège, à ce moment-là, et il y avait un remue-ménage aérien fantastique. Aucune attaque aérienne sur Liège à ce moment-là, mais un passage, ils allaient certainement direction des Beni-Emar, parce qu'ils montaient plutôt vers le nord, nord-ouest. Donc ils allaient vers la région des Beni-Emar et le canal Albert, voilà. Au jour le jour, on a évacué. Mes parents avaient toujours dit que sitôt que les Allemands vont envahir le pays, nous avons connu 4 ans d'occupation, nous n'avons pas envie d'en voir ça. Le vendredi à midi, nous étions partis. En voiture, mes parents avaient préparé, ils savaient ce qu'on devait prendre, et tout a été mis dans les valises en une heure de temps, et on est parti. Sans hésitation. Non, ça n'a servi à rien. 3 mois après, on revenait. Nous sommes partis vers... nous avons franchi la Meuse pour commencer, c'était la première sûreté à faire, et nous sommes partis par la S-Bay, et la première nuit que nous avons passée, c'était pas bien loin, c'était à Fleurus. Et puis alors le lendemain, nous sommes descendus vers la France, et nous avons logé 2 nuits à Ragny, et puis nous sommes entrés en France le lundi donc 13 mai. Jusqu'à la mi-août 40, nous sommes restés en France. Mais nous sommes descendus d'abord vers la Normandie, puis nous sommes passés derrière le nez de la Bretagne et descendus vers le Bordelais sans aller à Bordeaux, et puis oublier dans le Languedoc et pour terminer notre course à Béziers. Voilà. Et ce sont des régions qui n'avaient pas connu la guerre de 14 au point de vue occupation. Hein, ils avaient bien, leurs hommes avaient fait la guerre, certainement, ils savaient ce que c'était, mais seulement le gros de la population était un peu surpris de voir arriver le paquet de Belges et de nordistes, hein, puisque ça a suivi, qui descendaient vers le midi. Hein. Ouais, on n'avait plus rien à faire là-bas. La France n'avait pas envie de nous garder. Il y en a, certains sont restés, ont passé toute la guerre là-bas, mais tout le monde ne pouvait pas rester. On avait des affaires ici, il fallait bien essayer de vivre. On est remonté, voilà, comme pratiquement tout le monde. On est remonté par étapes. Voilà. Les premiers contacts avec les Allemands n'ont pas été mauvais. On voyait bien qu'ils avaient des instructions, certainement, hein, mais n'empêche que c'était les occupants déjà. Et mes parents étaient déjà résistants. On peut être résistant sans avoir aucune accointance avec un mouvement de résistance. C'est un esprit. Il avait l'esprit résistant. Voilà. Ne rien fait pour avantager les Allemands, pour servir les Allemands, rien du tout. Tout simplement
vivre pour soi et pour les autres citoyens, hein, les concitoyens, mais ne rien faire pour l'Allemagne. Rien du tout. C'était la politique chez moi. Les parents ont commencé, on a suivi ça à la radio. On a suivi la bataille d'Angleterre, etc. Surtout à partir, nous étions rentrés ici vers le 19 août, je crois que nous étions rentrés à Chênay. Donc on a pu par la radio avoir des nouvelles déjà par Londres et la bataille d'Angleterre. Mes parents n'ont jamais pensé que l'Allemagne allait gagner la guerre. C'était idiot à ce moment-là, mais ils ne l'ont jamais pensé. Tout ce qui pouvait lutter contre l'Allemagne, à ce moment-là, il n'y avait plus que l'Angleterre, mais il y avait du disponible dans le monde, et on l'a vu. Après, quand même, hein, je deviens résistant, mais par l'intermédiaire, quand même, encore de mon père. Mon père est entré psychologiquement, mentalement, il était en résistance, et puis alors il a fini par connaître des gens qui connaissaient déjà l'avant, mais qui ont dit moi je fais ceci, je fais ça. Et alors tout doucement ils sont entrés là-dedans. Et alors la première chose que mon père a faite, c'était de cacher, de trouver des gens capables d'accueillir des gens qui ne voulaient pas aller, ou de travailler en Allemagne, ou des résistants qui avaient besoin de se cacher, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé tout doucement. Il avait des connaissances à la campagne, puis il y a eu les Juifs qu'il fallait placer aussi. Hein? On en a placé. Je suis allé en chercher pour les placer ailleurs. Moi, j'ai fait ça. Il fallait de l'argent et des timbres pour nourrir les résistants cachés. Hein? Il y a un groupe qui s'était formé et qui allait faire des petites razzias quand on distribuait les timbres tous les mois. Ils faisaient des petits hold-up. Hein? Il fallait aller voler les timbres, hein? Et aller voler l'argent dans les bureaux de poste, etc. Enfin, partout où on pouvait en trouver, bien sûr. Hein? Voilà. Alors, je n'ai jamais fait ça, mais je suis allé chercher de l'argent et des timbres chez des gens qui allaient les chercher. Et qui a d'ailleurs, les trois qui étaient, c'était des Chénéens. Il y en avait un qui avait été à l'école primaire avec moi d'ailleurs, puis un autre que je connaissais, son fils, et un troisième, M. Dufour, qui le dirigeait, qui était ingénieur chez Amblemer. Et ils ont fini par se faire prendre, évidemment. Les Allemands les attendaient un jour du côté de Tongres, et ils ont été faits prisonniers là-bas, et ils ont été fusillés tous les trois. Voilà. Mais alors après, il y a eu des arrangements avec Londres, avec le gouvernement belge de Londres, où ils ont pris des accords avec des banques, et on n'a plus eu besoin d'aller voler de l'argent, quoi. Hein. Ça a été fourni. Parce qu'il y avait de plus en plus de résistants cachés, de plus en plus, hein, plus on avançait dans la guerre. Voilà. Donc ça a été quand même une avancée. Puis alors, il y a eu... Moi, je m'étais engagé, à l'insu de mes parents d'ailleurs, en 1942, que quand ce sera le moment, que j'étais disponible s'il y avait quelque chose à faire. Et on m'a prévenu le dimanche 3 septembre 1944, que le lendemain, on avait besoin de nous. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai entré en résistance. Et nous sommes arrivés le lundi 4 septembre au soir, au château de Forêt, ici au-dessus de Trou. Où 2 jours après, ça a été là, le gros crash. Nous avons été faits prisonniers. Nous n'avions pratiquement pas d'armes. On n'avait rien du tout. Il y avait peut-être eu des accords avant. Mais je crois que les accords, on prévoyait qu'il y aurait eu éventuellement une résistance de l'armée allemande en traite sur la Meuse, et on nous avait mis là un gros paquet de résistants quand même pour gêner les Allemands dans leur dos. C'était une erreur fondamentale, parce que la résistance, n'étant pas armée suffisamment pour lutter contre une armée organisée et entraînée, ne pouvait pas faire
une action de masse. La résistance pouvait faire des actions à 3 ou 4, une petite attaque par-ci, une petite attaque par-là, mais pas à mettre des dizaines ou 100 ou 250 personnes, parce que nous étions à un moment donné, certainement dans les 150 à 200 personnes au château de Forêt. Là, c'était voué à l'échec, parce qu'on n'aurait pas assez. Chaque fois qu'on l'a fait, en France, que ce soit dans le Vercors, au Patou des Liers, chaque fois qu'il y a eu un plus gros paquet de résistants, eh bien ça a mal tourné parce que l'armement n'était pas suffisant et l'entraînement n'était pas suffisant. Voilà, on n'aurait pas su. Et alors c'est ça que ceux qui ont commandé la mobilisation des gens en forêt ont mal agi parce qu'il ne fallait pas nous faire venir sans armes, déjà sans armes. Hein? Il n'y avait pas d'entraînement. On a eu juste une petite instruction d'un quart d'heure, 20 minutes, comment fonctionnait un fusil, des Moser, puis aux Allemands, une Sten qui avait été parachutée et qui était là depuis bien longtemps, et des GIP fabriqués, des revolvers, un GIP fabriqué à Herstal. Mais c'est tout. C'est tout. Ça a duré peut-être très peu de temps. Ça, c'était une opération. Mais une opération d'aller chercher les Juifs à la campagne et de les ramener vers Herstal, par exemple. Ça, j'ai fait ça. Mais je faisais ça sans penser. Hein. Je connaissais très bien les endroits, je connaissais les gens que je convoyais, et j'ai fait ça tout à fait sans crainte. J'ai jamais eu peur, encore maintenant, j'ai pas encore peur, jamais. Jamais. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne dis pas qu'on n'a pas une petite crainte là, mais seulement on le fait quand même. Voilà. C'était l'armée secrète. CT11, Z5, CT11. Nous étions, ceux avec lesquels je suis parti là, en septembre, je les connaissais, hein, de vue, et même d'école, etc. Et d'autres personnes que je connaissais parce qu'il y avait un recrutement, c'était des gens qui travaillaient à la société de tramway et qui sont morts, ils sont restés dedans. Parce que nous avons eu, là, ici sur Chéné, sur une rue de 300 mètres de long, 11 morts. Tous, avec moi qui suis revenu et un autre. Et c'est un pur hasard que nous sommes revenus. Nous avons été faits prisonniers, bien sûr, mis dans un poulailler. Et puis alors, il faut sortir par 5. Nous, on pensait que c'était pas dégouillé, on ne va pas attendre qu'on fasse ça, autant y aller tout de suite, on en sera quitté. On sort, mais ce n'était pas pour ça. Ils nous mettaient dans les camions. Et alors, on a terminé le camion, mais vraiment en caquet, hein, des sardines. Et de là, ils nous ont conduits tout doucement vers Liège. Ils sont montés à la citadelle, où c'était la grosse prison allemande pendant la guerre. Et à la citadelle, on ne nous a pas voulu. Le camion est descendu vers la prison Saint-Léonard dans le fond de Liège. On ne nous a pas voulu. Hein, tout ça était tenu par les Allemands, bien entendu. Nous sommes remontés à la citadelle, où on nous a pris, vers le bloc 30. Et là, nous sommes sortis du camion, et comme j'avais eu la précaution de rester très près de la bâche arrière pour avoir de l'air, parce que c'était dans le fond du camion, je suis entré, moi, dans les premières cellules. Mais j'avais un de mes copains de Chéné, avec qui nous étions partis à la forêt. Il avait été victime d'une rafle allemande et il fallait trouver une cruche avec de l'eau. Il y avait des cruches d'eau dans toutes les cellules. Et lui, on entrait dans la cellule, il sentait qu'il n'y en avait pas. Alors, allez, Jacques, il faut de l'eau. Et la première cruche avec de l'eau que nous avons trouvée, c'est la cellule 17. Et ça a eu une importance capitale, c'est-à-dire que là, nous étions sauvés. C'était notre vie. Parce que jusqu'à cellule 15, pendant la nuit, les Allemands sont venus éveiller, les ont embarqués, et nous, ils sont venus nous appeler plus tard, dans la même nuit. Mais combien de temps après, nous n'en savons rien. On dormait par terre, on était jeunes, et puis on était... Le combat qu'il y avait eu nous avait vraiment fatigués nerveusement. Hein, nous avions besoin de dormir, et nous ouvrir les portes, avec leur gentillesse habituelle. Hein. Mais seulement, ils discutaient dans le couloir. Et il paraît qu'un des Allemands
ce cas-là était apparu d'ailleurs au procès, puisqu'il y a eu un procès sur le massacre des gens de forêt, ici à Liège. Bien, lui, il avait déjà simulé une panne parce qu'il n'était pas d'accord. Ils les ont conduits au pont barrage à Monzin, et là, une balle dans la tête, paf, dans la flotte, dans la Meuse. Hein. Et il n'était pas d'accord, et il a perdu du temps. Et il est arrivé là, et il y a un qui discutait, ça je l'ai entendu, et der Feind ist da, l'ennemi est là. J'avais fait 6 ans d'allemand à la télé, voilà, l'ennemi est là, donc ils ont eu des instructions. Et alors, il a enlevé le morceau, ils ont clapé les portes et ils sont partis. Et nous n'avons plus vu d'Allemands. Terminé. Et les autres, on croyait que, quand on est sorti, et les résultats ont ouvert les portes à coups de hache, dans la journée du jeudi. Les Américains ne sont pas entrés dans Liège, ils ont encerclé Liège et continué, ils sont venus seulement le lendemain. Eh bien, les portes des cellules étaient ouvertes. Mais nous n'avons pas fait attention à ça. Ils sont partis. Parce qu'il n'y a personne qui restait à la citadelle. Tout le monde foutait le camp, puisqu'on était libérés, on foutait le camp le plus vite possible et on mettait les maîtres derrière nous. Mais en réalité, ils étaient morts. Alors on est rentré le lendemain, puisque les ponts étaient sautés, on ne savait pas passer. Et le lendemain, on a réussi à passer en se servant de poutrelle d'un pont, et on a tapé l'autre, et je suis passé comme ça, d'avoir passé la Meuse ainsi. Et on est rentré à Chénet, j'ai vu les gens, ben, ils vont revenir. Ils étaient avec nous dans les camions. Ils étaient morts déjà depuis la nuit avant. Ça, on ne savait pas. Ça a été une triste fin. Il y avait des gens de tous les âges, il y avait des jeunes, mais il y avait des moyens, mais même un homme de 70 ans, dont le fils a été tué à rigueur. Et nous avons eu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus jeunes et moins jeunes. Et celui-là, il y avait 10 et 11 gens de Chénet ont été assassinés. Hein, c'était même pas fusillé, une balle dans la nuque. C'est tout. Hein. Mercredi 6 septembre, dans le matin, on s'est rendu vers 10-11 heures. On a tenu 4 heures, mais jusqu'à ce qu'on ait plus une cartouche. Et plus rien. Et alors on est resté là, je ne sais pas combien de temps. Un certain temps quand même, les patrons, c'est fatigant. Hein. Et alors ils nous ont avalés sur Liège. Donc dans l'après-midi du 6 septembre, nous étions à la citadelle et nous en sommes sortis le lendemain. À quelle heure, j'en sais plus rien. Et quand on a entendu sauter les ponts, nous étions dans les cellules, c'est bon pour nous, les ponts sautés, puisque la citadelle c'est au-dessus, pour les arches, et ils avaient construit un pont pour les arches, et on a entendu les ponts sauter. Et puis alors la résistance sont amenés, à coups de hache, ils défonçaient tout le bavard, et nous sommes sortis de la cellule comme ça. Sans demander notre reste. Et nous sommes allés où nous avions de la parentèle à Liège, parce qu'il fallait quand même manger. Oui, parce qu'il y en a qui n'avaient plus mangé depuis le mardi midi. Et nous étions le jeudi, et ils avaient quand même un peu la fringale. Hein. Enfin, comparativement à ceux qui ont été prisonniers d'Allemagne, c'est rien du tout de rester 2 jours sans manger, bien entendu, mais enfin à ce moment-là, quand on est jeune et qu'on a faim, on a envie de manger. Voilà. Et les gens nous ont accueillis très bien. Ils voulaient qu'on... Nous avons eu du potage, on n'a pas fait 200 mètres, on nous mettait dans une maison, parfaite la bonne soupe sur la table pour nous nourrir, et puis à l'université des pommes, et puis c'était comme ça. Voilà. Je suis rentré chez moi le vendredi. Le vendredi, quand on a pu passer la Meuse. Hein. Ouais, puisque... Oui, le vendredi 8 septembre, dans l'après-midi. Accueilli à bras ouverts par mes parents qui croyaient qu'on était... parce que le bruit avait couru, évidemment, en forêt, ça a été le bazar. Mais en réalité, nous n'avons rien vu, nous, de la tuerie. Le forêt, ils en ont tué certains. Ils en ont tué certains, mais nous n'avons rien vu, nous étions déjà dans les camions. À mon avis,
On avait parlé avec l'officier allemand qui était responsable du détachement allemand qui nous a attrapés, quoi, hein. Et c'est un homme déjà d'un certain âge, et qu'il ait cru ou pas cru, mais je crois que quand il a vu le peu d'armes que l'on avait, le nombre de personnes qu'il y avait, il se dit, tous ces gens-là, ils n'ont pas tiré. Et puis moi, je ne vais pas tuer tout ça. Ça, c'est mon sentiment. C'est pour ça qu'il nous a foutus dans le camion et embarqués vers Liège. Ils se sont tous lavés les mains. Bah, il a bien fait, monsieur le maire. Quand nous sommes passés en camion, on est descendu dans la vallée de la Vesre et on a traversé toujours Fontaine. Et quand on est arrivé dans un tournant qu'on appelle au fond des Cris, juste avant Rennes, c'est un morceau de la commune de Vaux-sous-Chèvremont, là, contre la colline, dans le tournant, il y avait une unité d'autoblindés allemands. On n'avait jamais vu ces autoblindés-là, c'était des petites autoblindés, ils étaient calés contre la colline. Parce qu'ils avaient trouvé des avions. Et quand nous étions les patrons d'air à Forêt, quand ils passaient des avions, eux, ils étaient en dessous des bâtiments. Hein. On voyait bien qu'ils en avaient eu souvent des attaques aériennes, ils se méfiaient. Et alors, vous êtes emmenés au Liège. J'ai été toujours, j'étais à l'université à ce moment-là. Mais l'université, c'était plutôt, comment dirais-je, en réalité, les Allemands avaient interdit qu'on rouvre les universités sur la fin de la guerre. On était là, en fraude, si on veut, pour suivre des cours universitaires. Ici à Liège, je ne sais pas dans la zone d'université des Marches ça s'est passé, mais ici à Liège, ça s'est passé comme ça. Et les gens, ben, on a essayé de travailler. Comme on a pu. Les usines ont ouvert. Évidemment, on manquait de matières premières, manquait d'un tas d'histoire, mais enfin, ça a commencé à retourner tout doucement. Et certaines personnes ont travaillé aussi pour l'armée américaine, décharger des trains de marchandises, hein, parce qu'il y avait à Chénet, il y avait une gare qui était bien faite pour ça, avec des quais de temps d'ordonnement. Et il venait par jour, il venait deux trains de nourriture, si on veut, pour l'armée américaine, et les Américains venaient avec leurs gros camions remorques charger tout ça et ventiler ça dans leurs unités, voilà. Mais pas des munitions, hein. C'était tout simplement de la nourriture et de la boisson qui venaient là-bas. Un fameux bordel. C'était vraiment, c'était fou. La désorganisation qu'il y avait. Il y avait la loi, si on veut, mais ce sont des périodes de non-loi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le côté et beaucoup de personnes qui essayent un peu de transiger, ou bien vraiment avec la loi. C'est toujours des périodes troubles, enfin. Donc ça se passe tout côté comme ça. Mais alors, quand les gens sont revenus d'Allemagne, ça c'était différent. Hein. Puis, il y a eu le premier coup, c'était tous les réfractaires, eux, ils sont rentrés immédiatement, hein, dans le circuit. Les autres, ça a été au mois de mai, avril, mai, juin, hein, que l'on a vu rentrer le paquet. Et les trains qui passaient, avec les Français dedans, et qui passaient à Chénet, Angleur, et puis qui prenaient la vallée de la Meuse pour rentrer en France. Certains, certainement, y allaient par la Lorraine et par l'Alsace, mais enfin, il y en a qui sont rentrés par ici aussi. Ça n'est pas où leur camp était, hein, en Allemagne. Hein. Et puis, leurs prisonniers de guerre qui sont rentrés. Hein. Et les prisonniers politiques, bien entendu. Enfin, peu. Les prisonniers politiques, il y en a beaucoup qui sont morts à leur libération. Hein. À ce moment-là, parce qu'ils étaient plus habitués à manger. Et je crois qu'il y en a, et c'était humain, mais quand les soldats américains ont vu ça, ils ont donné à manger le premier temps, puis après ça a été fini, parce que c'était la mort qu'on leur donnait. C'est la grosse question. Il y a une question d'éducation. Il y en a qui n'ont jamais eu envie
de faire de la résistance, il ne fallait pas trop se mêler. Ça m'énervait quand je voyais, quand j'étais à la télé à Liège, et je voyais mes condisciples, nous étions 22 dans la classe, et j'avais toujours dit, il y en a 3 qui sont capables. Je m'étais dit, il y en a 3 qui sont capables de faire quelque chose. Je veux dire, il y avait moi et 2 autres que je connaissais. Mais les autres, je ne pense pas. Et je crois que c'était à peu près la proportion qu'il y avait de tous côtés. On attendait, et ça m'énervait, je ne supportais pas. Et quand on m'a dit après, qu'est-ce que vous aviez besoin d'aller là, etc. Est-ce qu'on avait besoin d'aller là? Ouais. Et le soldat allié, lui, qu'est-ce qu'il avait besoin d'être là aussi? Hein? Nous, on y est allés volontairement, mais dans ceux-là, il y en avait aussi qui étaient des volontaires. Et pourquoi attendre les autres? Enfin, moi, j'ai eu le sentiment, il ne le savait pas, mais quand je voyais un soldat allié, j'en avais fait autant que lui. Et ça m'a servi. À moi. À moi. Pour ma satisfaction personnelle, c'est tout. Une autre façon de faire la guerre. Nous, c'était une façon assez risquée, mais enfin, eux, c'était une armée bien structurée. Ils avaient ce qu'il fallait. Hein? Tandis que nous, on n'était pas structurés, on n'avait pas ce qu'il fallait. Et on avait la volonté de le faire. Et c'est dommage qu'on n'avait pas ce qu'il fallait. Et être bien commandé, surtout. Je crois que le climat était assez bon. La grosse partie de la population, un gros pourcentage de la population était anti-allemand. Et il y avait aucun, parce que je me suis même demandé souvent, mon père qu'on voyait toujours dans tous ces trucs-là, et que tout le monde savait qu'il faisait de la résistance, je vais dire pourquoi, eh bien, il n'a jamais été embêté. Tout le monde savait qu'il faisait de la résistance parce que quand des parents avaient des fils à placer, à cacher pour ne pas les mettre en Allemagne, il y en a plusieurs qui sont venus trouver mon père pour les cacher. Donc ça se savait dans la population. Mais il n'a jamais été embêté. Voilà. Dans l'ensemble, les gens, même s'ils étaient plutôt neutres, beaucoup, mais ils n'étaient pas collaborateurs. Voilà. Et nous n'avons jamais eu à nous plaindre de quoi que ce soit, de délation, de rien du tout de ce côté-là. Mon père était plus fort en relation que moi. Hein. Le fait qu'il plaçait des gens et qu'ils étaient responsables avec une autre personne de chez Ney, qui avait été, lui, il travaillait chez Anglebert comme M. Dufour, qui commandait le commando de récupération, hein, et qui a été fusillé par les Allemands. D'ailleurs, il y a eu une réunion à la maison, et j'ai vu M. Dufour à ce moment-là, une semaine avant qu'il ne se fasse prendre du côté de Tongres. Mais ce sont des gens qui... Tout le monde est entré, ceux qui sont entrés en résistance, c'est petit à petit. L'esprit était là, hein, mais on connaissait un peu, on connaissait l'autre, et c'est comme ça que ça s'en mange, je sais pas. J'ai des petits-enfants, mais j'ai parlé beaucoup avec mes petits-enfants. Et ça les intéresse. J'ai 9 petits-enfants, 7 garçons et 2 filles. Eh bien, ils ont maintenant 33, 34, jusqu'à 20 ans, hein, mais ça les intéresse. Et ça les dépasse comme nous, quand on nous racontait 14-18, ben, c'était un monde différent. On n'a pas vécu ça. Hein? Alors, quand on est dedans, c'est pas pareil. Parce que je crois que c'est maintenant, la jeunesse est différente, c'est tout à fait normal. Ils ne sont plus dans le même contexte. Hein? Donc, les réactions sont différentes. Mais je crois que dans l'ensemble, il y aura encore moyen de faire quelque chose. Mais il faut qu'ils soient bien éduqués chez eux. Ce qui n'est pas toujours le cas maintenant, parce qu'il y a beaucoup de différences avec notre temps, bien sûr. Hein. Il y a un tas d'histoires
qui n'existait pas.